Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, ce soir, nous accueillons Mariana Braza, donc de l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse. Donc, Mariana est ingénieure de l'Institut national polytechnique d'Athènes. Elle a effectué sa thèse de doctorat d'État à l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse, l'IMFT, et elle est aujourd'hui, depuis déjà pas mal de temps, directrice de recherche au CNRS. Et puis, depuis 2010, elle dirige la plateforme Smart Morphing Center, qui regroupe 6 laboratoires nationaux sur la thématique du morphing pour les ailes d'avion du futur, en vue d'accroître leur performance aérodynamique. Alors, ça veut dire déformation, hein, donc de la géométrie de l'aile pour copier un petit peu ce qui se passe dans la nature, euh, en particulier, voire essayer de faire des corrélations avec les ailes des oiseaux et plus particulièrement avec les rapaces. Voilà. Elle coordonne 2 projets européens sur cette thématique qui regroupent 9 partenaires. Elle est éditrice associée au journal Fluid and Structure, membre du comité scientifique de l'ERCOFTAC, qu'on connaît quasiment tous, et puis, elle est membre du comité technique aérodynamique, de la commission technique aérodynamique, que l'on est nombreux à côtoyer depuis plusieurs années. Voilà. Donc, quelques rappels avant de donner la parole à Mariana. S'il vous plaît, donc vous coupez vos micros, vous coupez de préférence vos vidéos, de sorte à ne pas surcharger la bande passante. Pour les PDF, si vous souhaitez le PDF de la présentation, eh bien, vous m'envoyez un petit email à 3af.idf@orange.fr, comme d'habitude, avant samedi prochain, et puis dimanche, vous recevrez le PDF de la présentation. Sachez finalement, enfin, que cette présentation est enregistrée et que vous pourrez y avoir accès sur le site YouTube du groupe 3F Île-de-France. Voilà. Je laisse la parole à Mariana. Merci Patrick pour cette introduction et merci beaucoup pour cette aimable invitation. J'en suis honorée. Bien, comme donc indiqué, on va voir comment on peut imaginer de nouveaux designs disruptifs pour les ailes d'avion du futur, en partie bio-inspirés. Et c'est un travail donc collaboratif avec incluant plusieurs partenaires européens et aussi 3 laboratoires français, entre autres donc l'IMFT, le laboratoire Laplace, laboratoire plasma et conversion d'énergie pour le design des actionneurs, et le laboratoire eCube, Université de Strasbourg. Bien, on va tout d'abord faire un clin d'œil à l'avion EOL 3, qui est donc en exposition permanente au CNAM. Et pour dire que ce premier avion, qui était bien avant même celui de frère Wright, euh, il, il avait des ailes déformables. Des ailes déformables et ensuite, bien sûr, ces avions de Freeride qui étaient quand même, les essais correspondaient au premier vol de plus longue durée, bien sûr, avaient aussi des ailes déformables. Mais au fil des années, nous avons vu en fait que petit à petit, les avions, jusqu'à présent même, ont des voilures, des ailes non déformables. Bien, par rapport à l'introduction, à l'aimable introduction qu'a faite Patrick, le morphing, je ne sais pas si je peux le traduire, c'est une conformation ou bien donner une forme, si on veut bien. En fait, c'est pour donner une forme qui est modifiable, qui est déformable et qui a aussi des capacités vibratoires à des régions stratégiques de la voilure. En fait,
tout comme les ailes des oiseaux, notamment des rapaces, des oiseaux de grande envergure, qui sont dotés bien sûr de l'ossature qui va leur permettre de cambrer la grande aile, mais aussi ils sont dotés d'un système très sophistiqué des plumes et des plumettes qui leur permettent donc de les vibrer savamment, instinctivement même, quand ils reçoivent les pressions, la distribution des pressions aérodynamiques sur la voilure. Et avec ces mouvements-là ils font quelque chose de très important qui est donc une manipulation de la turbulence environnante et des tourbillons, différentes classes de tourbillons turbulents, cette manipulation modifie, optimise la répartition de pression. Ainsi, ils obtiennent donc une augmentation de leur performance aérodynamique et simultanément, et je vais bien faire l'intonation du simultanément, une réduction de bruit aérodynamique. Eh bien, sur cette étude donc de la déformabilité d'une partie de l'aile et de son comportement vibratoire est basé le projet européen SMS pour Smart Morphing and Sensing for Aeronautical Configurations qui a été coordonné à l'IMFT. Et vous avez ici le site du projet. Et on va voir dans cette présentation, en première partie, comment on peut faire presque aussi bien que les oiseaux, pas aussi bien que eux, parce qu'on n'a pas vraiment tout élucidé de leur, disons, principe, mais une grande partie quand même de celle-là. Puis j'insiste aussi sur le terme bio-inspiré parce que on ne doit pas vraiment faire comme les oiseaux, à vrai dire, parce que la vitesse de vol de l'avion à plusieurs phases de vol est bien supérieure à celle des oiseaux, bien que quand même lorsque un aigle d'une certaine catégorie va donc être en phase d'atterrissage, on peut trouver des articles où il développe, l'aigle, une vitesse de l'ordre de 350 km/h, ce qui est comparable à la dernière phase, bien sûr, d'atterrissage d'un avion. Mais bien sûr, on sait que quand il va y avoir la phase de la montée, climbing, puis la phase surtout de vol de croisière ou le début de descente, pendant toutes ces phases de vol, la vitesse de l'avion est bien supérieure. Donc, les concepts de morphing que nous avons étudiés, que nous sommes en train d'étudier, s'adaptent quand même à ces échelles de vitesse. Donc, c'est pour ça que c'est en partie une bio-inspiration. Là, sur le film, par exemple, on voit non seulement la grande cambrure, mais on voit aussi la vibration de ces plumes et plumettes pour les raisons que nous avons expliquées. Et on sait bien que depuis donc des études d'histoire naturelle et des observations et même malheureusement des études d'expérience en soufflerie où on fait des expériences avec des chouettes et des hiboux. La chouette, quand elle fond sur sa proie, bien sûr, elle va cambrer l'aile, l'ossature principale de l'aile pour avoir un maximum de portance. Elle va savamment déformer légèrement et faire vibrer l'arsenal des plumes et des plumettes, mais aussi elle a un duvet et en plus donc de cet arsenal qui va lui permettre de carrément devenir inaudible quand elle va donc chasser. Et donc, j'insiste par rapport à ça parce qu'on sait bien que
dans les différents dispositifs par exemple, pour la réduction de traînées, il y a des riblets, enfin comment on peut dire, oui, des riblets qui vont donc pouvoir diminuer la traînée en jouant sur une destruction de tourbillons sur la surface, mais en même temps, ces dispositifs-là augmentent drastiquement le bruit. De même, les dispositifs basés sur des aspirations soufflage. Bon, ça c'est un clin d'œil pour les oiseaux. Nous avons un autre projet européen qui a commencé cette année, le projet donc Be Alive, où on construit, comme on verra dans cet exposé d'aujourd'hui, non seulement des régions isolées où on a des déformations et des vibrations, mais carrément des régions stratégiques qui sont étudiées grâce à des méthodes spécifiques que je vais essayer de détailler. On crée ce qu'on appelle un live skin, une peau vivante, qui est constituée de dispositifs d'actionnement, d'actionneurs comme les écailles, à savoir, on prend comme exemple les écailles du requin, qui sont ici visualisées. Et grâce à cette forme qu'ont pris les écailles de requin, grâce à une adaptation biologique au fil des siècles, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Vous verrez dans nos simulations, il y a autour de la surface là, il y a des tourbillons dans ce sens-là, des tourbillons dont l'axe est comme ça et l'autre à côté il est comme ça. Donc, ces tourbillons-là longitudinaux, si on ne fait rien, si c'était des écailles plates et immobiles, ils ont tendance à faire des jonctions à cause des perturbations environnantes. Et chaque fois qu'il y a des jonctions, il y a une hausse importante de la résistance à l'eau ici, de la traînée. Donc, le requin est capable de maintenir rectiligne ces rouleaux tourbillonnaires longitudinaux et, entre autres, dans ces espacements ici, là, il crée une surface poreuse presque, entre guillemets, avec des micro-tourbillons qui vont anéantir des tourbillons néfastes produisant de la traînée et du bruit, et il va renforcer ceux de tourbillons qui sont utiles pour ces manœuvres bien sûr qui sont drastiquement faites par son ossature générale. Donc, on va s'inspirer aussi de ce type d'écailles, on le verra bien dans ce projet européen, mais les deux, en fait, tous ces organismes, que ce soit les oiseaux ou les poissons, ils font la même chose, en fait. Ils vont, je reviens aux oiseaux, avec donc les mouvements qui donnent des légères déformations et des vibrations, ils vont faire des choses importantes pour modifier la turbulence, modifier au final la répartition de pression. Voilà, donc ça c'était une introduction. Et là, on va prendre comme exemple un des prototypes réels de l'aile A320 dans notre institut à l'IMFT. Ça, c'est des simulations, mais vous verrez tout à l'heure le vrai prototype qui est instrumenté par différentes classes d'actionneurs électriques et non pas mécaniques. Électrique parce que c'est beaucoup plus léger et l'actionnement est pratiquement instantané pour modifier toute cette turbulence. Et là, on prend l'exemple, j'ai oublié de préciser que les projets européens en question sont en forte, et nos projets antérieurs sont en forte collaboration avec Airbus Toulouse. Et nous avons eu donc la possibilité d'échanger sur les paramètres qui sont d'intérêt.
Donc, le premier prototype, qui est une aile du A320, une aile supercritique, ici à 10 degrés d'incidence, et dans une de nos souffleries à l'IMFT ayant 1 million de nombre de Reynolds, elle correspond à une phase de décollage. Et on voit par rapport à cette phase de décollage qu'il y a une région au-delà à peu près du 80 ou 85% de la corde. Le prototype a 70 cm de corde et un ordre de grandeur de 70 cm d'envergure. Bien, on voit les dimensions qui lui permettent de rentrer dans une de nos souffleries où on a fait pas mal d'essais sur le morphine. Et on voit ici donc la région de récirculation et on voit en aval de cette région de récirculation des rouleaux tourbillonnaires qui sont les rouleaux majoritairement verts et des rouleaux rouges et aussi ces structures tourbillonnaires contrarotatives. Le rouge tourne dans un sens et le bleu tourne dans l'autre sens. Et vous voyez ici, vous le verrez dans d'autres slides, une autre classe de tourbillons dans les zones cisaillées qui sont plus petits que ceux-là qui sont les tourbillons de von Karman, mais le tout donc est truffé de tourbillons qui, dans le sens de l'envergure, ils sont pas rectilignes, mais ils serpentinent. Et chaque fois qu'ils serpentinent, ils créent des fluctuations sur les forces et donc ils augmentent la RMS des forces, donc c'est pas bien. Donc il faut rendre bidimensionnelle cette situation-là et aussi il faut en phase de décollage notamment réduire la largeur de la région décollée. On va voir comment on peut faire. Donc la problématique est comment donc on peut implémenter différents types d'actionnement. Je note bien à plusieurs échelles de longueur et de temps sur des parties stratégiques de l'aile. Et j'insiste à cela parce qu'on sait que ça c'est exigé par la nature de la turbulence. Ici, nous avons un spectre donc du signal. On prend l'aile de l'avion est là c'est le bord de fuite, le vent vient dans la soufflerie dans ce sens-là. Et sur ce point-là et sur les autres points d'ailleurs, si on capte le signal de la composante verticale de la vitesse qui est bien influencée par tous ces passages de tourbillons, la composante verticale est moins masquée par la convection qui gouverne la composante horizontale. Donc, on voit que il y a plusieurs fréquences avec plusieurs énergies spectrales et on voit même qu'il y a des régions où il y a des pics de cette énergie spectrale et comme par hasard, cette région-là ici, c'est celle qui correspond donc à l'échappement des tourbillons que l'on a vu précédemment. Donc, il convient donc d'agir avec les actionneurs à diverses fréquences, des fréquences lentes, des fréquences plus rapides, mais comme on verra, il n'est pas très utile d'actionner à des fréquences bien plus rapides. C'est-à-dire, d'après nos longues études depuis les années 2010, nous avons démontré que la gamme d'intérêt des fréquences de vibration se situe entre une centaine de hertz jusqu'à 700, 800 hertz à peu près. Et quelque chose d'important que nous verrons dans la suite, nous avons démontré qu'il n'est surtout pas bien de faire vibrer les différentes parties de l'aile à des amplitudes importantes, parce que les amplitudes importantes créent de fortes perturbations sur les structures que vous avez vues précédemment
et augmente l'épaisseur du sillage, augmente l'épaisseur de la zone de récirculation et augmente la traînée, entre autres, et en même temps, il diminue la portance. Du coup, on a donc comme indication de travailler à des faibles amplitudes de l'ordre de 1 à maximum 3 millimètres, comme on verra, et ça nous donne des concepts du morphing économe en énergie électrique. Et là, vous avez donc le prototype qui s'appelle dans le projet SMS The Reduced Scale Prototype, parce que comme vous verrez plus tard, on a morphé un prototype où l'aile plus son volet hypersustentateur font 2,40 m, la corde totale fait 2,40 m. Mais ici, la volonté, suite aussi à des interactions avec Airbus, était de ne pas considérer une aile avec deux voire trois éléments avec le slat, mais même de supprimer, de ne pas avoir d'ouverture, de gap entre la partie qui va agir comme un volet hypersustentateur et la partie amont. La volonté était de activer ici des déformations en cambrure importantes qui sont là pour augmenter la portance et en même temps, comme vous verrez ici, avec un autre type d'actionnement, nous aurons la possibilité, en mettant des piézo-actionneurs qui sont de type macrofiber composite, ici vous les voyez, de faire en sorte que la région du bord de fuite vibre à des fréquences qui sont dictées par la tension électrique via le phénomène piézoélectrique et cette structure-là se déforme légèrement avec des amplitudes de l'ordre de 1 à 2 millimètres. Bien, on va voir comment on obtient ici cette cambrure importante et même si on actionne différemment le long de l'envergure, on a démontré on peut faire aussi de la torsion. On va obtenir ça grâce à une autre classe d'actionneurs qui sont les alliages à mémoire de forme, qui sont des fils qui sont agonistes-antagonistes, sous l'effet donc de la tension électrique et de l'intensité électrique. La structure cristalline des fils en question va changer en fonction de deux phases importantes dans les propriétés de ce matériau, les phases de martensite et austenite. Et c'est à cause de cela, les vides, les cristaux dans le matériau vont s'orienter, vont tourner, ils vont s'orienter différemment et les espaces vides entre les cristaux vont se rétrécir avec comme résultat, au lieu, si on actionne un alliage à mémoire de forme, on transforme bien sûr l'énergie électrique en énergie thermique, le phénomène Joule, mais en même temps, au lieu que ce fil soit dilaté, il va se rétracter. Donc, il va jouer le rôle d'un muscle et si on met des couples le long de l'envergure de alliage à mémoire de forme, ils vont être capables de faire donc déformer la partie de l'aile et la déformation, comme vous voyez ici, elle est de l'ordre jusqu'à 12% de la corde totale dans ce prototype-là. Donc, c'est appréciable. Et comme vous voyez ici, c'est comme si on a modifié littéralement et d'une manière lisse la rhéologie du matériau, de l'ensemble de ce matériau qui est constitué par plusieurs matériaux en réalité, qui va se comporter comme une surface souple. Bien, et quand on va, vous voyez ici, ça c'est un réseau de refroidissement
Et quand on va, le refroidissement se fait avec donc un circuit interne d'air froid. Les propriétés, c'est pour ça qu'il s'appelle alliage à mémoire de forme, ou en anglais shape memory alloys, et ils vont se rappeler de leur forme initiale. Donc, on revient ici, comme vous voyez, sur la forme neutre après donc refroidissement. Et ça, c'est important pour de par les discussions avec Airbus, parce que si l'actionnement en question n'est plus nécessaire, voire si l'actionnement, quelque chose se passe pas bien, on peut revenir sur la forme neutre de l'aile, qui est la forme certifiée. Bien, ici, vous avez une image schématique donc de la même chose où on voit en même temps donc ces actionneurs sur le bord de fuite qui vont agir comme les plumes et les plumettes, et vous voyez à l'intérieur donc le système avec les alliages à mémoire de forme. Entre parenthèses, dans les années 2014, de 2014 à 2016, on avait été invité, ça c'est un plus ancien prototype, à plusieurs expositions, dont une exposition prestigieuse de la Royal Society, où on nous avait donc la directrice de la Royal Society nous avait donc introduit au début de la semaine de cette exposition comme the French team, parce que nous étions la seule équipe admise française dans la Royal Society pour donc démontrer ses capacités. Il y avait eu la BBC, etc. Bon, parenthèse. Mais là, je reviens sur le prototype du A320. Le précédent, c'était un prototype de une aile de 4412, NACA 4412, super critique aussi, mais là on vient sur ce prototype, et là on voit la vibration donc du bord de fuite. Bon, on va continuer. Donc, on va voir comment on peut manipuler ces fameuses structures turbulentes qui entourent l'aile de manière à obtenir des performances aérodynamiques accrues et simultanément diminuer drastiquement les sources de bruit produites par le bord de fuite. Et on va d'abord considérer des régimes du bas subsonique. Pardon, j'ai écrit ici ce que c'était le nombre de Mach. S'il y a parmi nous des participants qui ne sont pas de l'aérodynamique, parce que Patrick m'a dit qu'il se peut qu'il y ait des personnes d'autres disciplines. OK, donc le nombre de Mach du bas subsonique correspond donc à peu près à cet intervalle où on peut négliger les effets de compressibilité de l'air, et on verra bien qu'en négligeant ces effets, en fait, il n'est pas question qu'on ait d'autres instabilités et structures tourbillonnaires que celles qu'on a montrées dans les slides précédents. Nous n'aurons surtout pas d'ondes de choc qu'on verra plus tard pour ce qui est le vol de croisière. Donc, il y a des différences dans les concepts de morphine pour le régime subsonique et des différences pour le régime transsonique, mais il y a des dénominateurs communs qui nous permettent, et ça c'est très important, ce type de morphine dit électroactif, parce qu'il n'est pas mécanique, nous permet de passer d'une manière lisse d'un régime à l'autre avec le même dispositif, tout en adaptant bien sûr les paramètres des actionnements. Donc ici, pour fixer un peu les idées, nous avons donc l'aile, 10 degrés d'incidence. Nous avons ici la zone de séparation que vous avez vue plus haut. Et vous avez ici les fameuses zones cisaillées. La couche limite va décoller à un moment donné. Et dans ces zones cisaillées,
vont créer des interfaces très importantes qu'on verra dans la suite et elles vont, puisque la vitesse est suffisamment grande, onduler et elles vont faire développer là-dedans, à cause de l'instabilité dans ces zones cisaillées, des tourbillons qui s'appellent les tourbillons de Kelvin-Helmholtz, le nom des auteurs qui les avaient étudiés. Et plus loin, ces deux zones cisaillées vont continuer leur interaction et à cause de cette interaction, il va y avoir l'alternement en fait de ces deux zones et la fameuse création de tourbillons dits de von Karman. Ici, c'est un schéma très classique de ces tourbillons. Et bien sûr, tout ce qui est en gris, on le verra sur des expériences, que c'est exactement, c'est truffé de différentes classes de tourbillons. Bien sûr, plus gros est le tourbillon, plus lente est sa fréquence d'émission, plus petit est le tourbillon, plus vite il se déplace à plus haute fréquence. Et ici, plus petits sont les autres tourbillons. Pareil, ils vont se déplacer avec une fréquence encore plus élevée. Et comme ça, vous aurez ce fameux spectre turbulent qui va être étendu à une gamme étendue de fréquences et chaque fréquence est dotée de différentes amplitudes. Bon, ça c'est la situation donc qu'il faut avoir en vue. Et avec, donc, pour parler tout d'abord de quelque chose de assez dénominateur commun, avec la vibration qu'on introduit dans la région du bord de fuite, on introduit des tourbillons, de nouveaux tourbillons qui vont interagir avec les existants. Ils vont renforcer ceux qui tournent dans le même sens avec eux et ils vont supprimer ceux qui tournent avec un sens opposé. Et on va voir comment ça peut jouer énormément sur les paramètres aérodynamiques. Et là, je passe sur du quantitatif. Je vais expliquer ce qui est le fameux effet de blocage par tourbillon dans les zones cisaillées précédemment montrées. Ici, vous avez vous avez l'aile, le bord de fuite est ici. Cette fois-ci, le vent vient dans ce sens-là, ok. Et ici, c'est une situation sans aucun morphine. Et ici, c'est une situation où, après de nombreuses études, de nombreuses années, on a optimisé le mouvement de cette partie-là et on voit que l'on a produit un éclatement tourbillonnaire de cette structure-là en aval du bord de fuite et nous avons aminci énormément la largeur du sillage proche. Pourquoi? Donc, c'est à cause de cet effet donc de tourbillons générés qui vont jouer comme une série de petites hélices, si j'ose dire, qui vont construire les zones cisaillées en question, qui vont les empêcher de s'épaissir. Elles vont donc réduire l'effet de la diffusion, le fameux effet de diffusion turbulente. Et elles vont créer une panoplie de cisaillement qui va être associée à cette constriction. En anglais, le fameux phénomène shear sheltering. Shear sheltering, donc, ça empêche la diffusion vers des largeurs plus importantes. Et ça, c'est très important parce que si on trace, par exemple, ici, on prend un signal par là et on considère sa représentation spectrale, nous avons ici un pic d'énergie spectrale très concentré
à cause de l'existence de ces tourbillons. Et quand nous avons optimisé après de nombreuses études et on a joué avec l'effet de blocage, the eddy blocking effect, nous avons littéralement fait supprimer dans cette région les sources donc de ce pic-là qui en même temps non seulement il réduit l'épaisseur du sillage, donc la traînée de forme, mais il réduit aussi les sources de bruit aérodynamique. Et comme on verra dans les transparents suivants, en agissant dans cette région-là, vous verrez bien que l'on agit on a des effets feedback, des effets de rétroaction très importants et on modifie toute la répartition de pression bénéfiquement le long de toute la voilure. Pour dire que comme l'oiseau qui a ses plumes et ses plumettes, on les a vues plus précédemment, il les a plutôt vers l'aval de l'aile, de son aile. Il ne les a pas par là. Il y a quand même le alula, je peux montrer une photo pour l'atterrissage. Il a comme un slat, il a un aileron ici qu'il va donc actionner comme un slat quand il va atterrir. Mais on ne parle pas de ce cas particulier pour dire que il est important de dire que pour ce type de morphine électroactif, on réussit en agissant dans cette région aval de modifier tout ce qu'il faut le long de toute la voilure. Et il faut garder à l'esprit donc ces principes-là parce qu'on comprendra ensuite tout ce qui arrive dans la suite. Tout comme montré ici, en fait, j'ai oublié de dire, ce sont des images des vitesses, ça c'est des rotationnels en fait, ensuite aux mesures de vitesse, qui ont été obtenues par la Time Resolved PI Particle Image Velocimetry, c'est la vélocimétrie par imagerie de particules. On met des poussières bien convenables, bien comme il faut, de petites particules dans la soufflerie qui sont éclairées par des sources laser de grande puissance et on photographie le déplacement de ces particules en fonction du temps, à partir desquelles on peut déduire les vitesses de l'écoulement à tout point qui nous intéresse. Donc, ça, c'est Time Resolved PIV. Et ici, c'est une image que nous avons ici dans notre soufflerie. Ici, c'est le prototype que vous avez vu précédemment. Et ici, c'est le champ d'observation. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai le temps de présenter, mais ces dernières années, on le sait parmi nous, il y a aussi la particle image velocimétrie, la tomographique. Donc, tomographique, on a plus un plan, mais on a un cube dans lequel on mesure la tridimensionnalité de ce champ de vitesse. Mais déjà en coupe, même si la coupe est 2D, l'effet, il faut garder ça à l'esprit, est toujours tridimensionnel. Bien, ici donc, ce sont des time resolved PIV qui sont générés en aval de ce prototype et nous allons distinguer la zone cisaillée du bas et la zone cisaillée du haut avec les fameux tourbillons de Kelvin-Helmholtz. Et ces deux zones dessinent bien ce qu'on appelle les interfaces turbulentes, non turbulentes. Parce que ici, le fluide n'est plus turbulent, ici, il est turbulent. Donc ça, c'est des interfaces qui sont formées par ces deux zones cisaillées. Et à cause de l'interaction, enfin le bord de fuite est là, et le vent vient comme ça. Et à cause de l'interaction de ces deux zones cisaillées, nous avons une interface verte là-dedans, ici, qui est très importante. C'est l'interface TT, turbulent-turbulent. Donc, avec le morphine,
nous agissons sur le eddy blocking de ces deux interfaces turbulentes-non turbulentes et nous modifions, nous rendons plus laminaire l'interface turbulente-turbulent. Et ici, c'est pour montrer la situation, ce sont des mesures difficiles à obtenir parce qu'on s'est rapproché énormément de la paroi pour voir la dynamique dans la fameuse zone de décollement et la formation donc de cette interface dans le sillage très très proche et même au-dessus de la surface portante. Bien. Ici, c'est pour dire que grâce au seul mouvement du bord de fuite, en augmentant le voltage de tension d'actionnement de ces actionneurs que vous avez vus précédemment, du bleu vers le violet, ici vers le violet rose, vous avez progressivement une augmentation drastique de la portance grâce à cet effet des tourbillons qui renforce les tourbillons générés à cause de l'actionnement du bord de fuite va renforcer ceux de tourbillons qui contribuent à la circulation générale et ils vont annuler les tourbillons par breakdown des tourbillons qui créent de la traînée, qui créent du bruit également. Et ici, nous avons c'est expérimental pour le moment, nous avons mesuré avec la balance aérodynamique implémentée dans l'installation, donc en fonction d'une association simultanée d'augmentation de la cambrure par des alliages à mémoire de forme et de l'augmentation de l'actionnement par vibration. Vous avez ici le gain en portance qu'on obtient par rapport au cas non actué et vous retrouvez ici, bien sûr, il y a une augmentation de gain à cause de la cambrure, mais en même temps, vous avez 2% de plus grâce à l'activation du bord de fuite. Et retenez bien ça parce qu'on va montrer différentes situations plus loin où cette association avec donc la cambrure importante plus vibration qui s'appelle dans nos publications Hybrid Electroactive Morphing parce qu'il agit à diverses échelles. J'ai oublié de préciser que la cambrure, elle opère très lentement, maximum un cycle par seconde, alors que la vibration opère, comme je disais, dans un intervalle de fréquence entre une centaine et 700-800 Hertz grâce à des études qu'on a faites pour voir les optimalités. Bien, donc on a donc cette association qui va nous donner des résultats très importants, comme on verra par la suite, qu'on a quantifiés sur les prototypes, mais aussi par des simulations de haute fidélité. Juste une petite parenthèse pour la simulation de haute fidélité. Nous utilisons dans les deux projets européens et dans d'autres projets européens précédents le code NSMB, Navier-Stokes Multiblock, qui a été utilisé pendant de nombreuses années par Airbus. Il continue d'être utilisé grâce au module de l'hypersonique qui est dans ce code-là. Et ce code-là, nous l'avons énormément upgradé grâce à un consortium européen avec les partenaires ici présents et grâce à des partenaires industriels et instituts de recherche et grâce à un nombre important des projets européens ici présents où le code
fait partie, il a été utilisé et grâce à ces projets européens, notamment ceux-là, ils ont été des phares, pas seulement pour ce code, mais pour d'autres codes utilisés par les industries aéronautiques principales européennes pour améliorer énormément les approches de simulation, notamment la modélisation de la turbulence. Donc, on a été parmi d'autres des contributeurs à ces améliorations et aussi des bénéficiaires de ces améliorations. Et ce code-là donc est utilisé dans le projet SMS et le projet Be Alive, entre autres. Et pour ceux qui sont spécialistes, il contient différentes classes de schémas numériques de précision élevée. Ici, je n'ai cité que les précisions qui sont utilisées dans les études que je vais présenter aujourd'hui, mais on a jusqu'à au 6e ordre de précision des schémas numériques et on a une panoplie des modélisations de la turbulence allant de la LES jusqu'à de la Urance jusqu'à la LES et jusqu'à des méthodes hybrides associant la Urance et le LES. Et aussi, on a bien sûr le couplage avec la structure, notamment avec le code Nastran. Je ne vais pas présenter ici l'approche de la modélisation de la turbulence, mais garder dans l'esprit qu'elle est là pour être sensible à bien restituer les fameux pics des fréquences dominantes et des nombres d'ondes dus à ces tourbillons cohérents, et parce qu'on fait une décomposition spectrale par rapport à ces modes-là, plus la partie résolue qui est la turbulence aléatoire, qui est modifiée drastiquement par rapport à des schémas classiques, parce que la pente du spectre, d'après nos expériences dans le passé, n'est pas une pente classique à la Kolmogorov, ce sont des spectres en non-équilibre. Je ne vais pas aller dans plus de détails là-dedans. Et cette approche-là, qui est l'approche dite Organized Eddy Simulation, a été là pour améliorer énormément l'approche connue qui avait été étudiée par les collègues Spalart, Strelets, etc. lors des projets européens précités, l'approche Delayed Detached Eddy Simulation, où nous avons fait un embedding de cette approche OES dans la partie proche de l'obstacle qui permet de bien maintenir la partie LES loin de la paroi et éviter ce que les spécialistes connaissent d'avoir un problème de déploiement de la tension de cisaillement augmenter d'une manière artificielle qui va vous donner des problèmes donc dans le calcul, bien sûr, de la pression et des forces, à la fin de compte. Ici, donc, je reviens sur le morphing. On a ici notre L à 320, 70 cm, et on va expliquer, on va voir pourquoi nous avons des performances que vous allez voir dans le slide suivant. Ici, nous ne faisons pas de morphing, mais je note que les tourbillons formés dans la zone, les zones de cisaillement du bas sont caractérisés sans aucun morphing par une fréquence de l'ordre de 300 Hz. C'est important. Et là, donc, vous avez les deux zones cisaillées, vous avez plus loin, à cause de ces deux zones cisaillées, l'instabilité et les tourbillons alternés de von Karman. Et là, on va faire vibrer toujours de l'ordre 1 à 2 mm d'amplitude à une fréquence qui n'est pas optimale, on le sait. Enfin, on le sait parce qu'on a fait des études depuis plusieurs années. Une fréquence de 200 Hz qui, par rapport à celle-là, elle est incommensurable. Bon. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit ici?
que cette fréquence-là, elle fait rapprocher le mode de von Karman très près de la région donc du bord de fuite. Elle supprime pratiquement ce qu'on appelle la zone de formation de ces deux zones cisaillées et on a un sillage épais et comme on peut le voir dans la suite, nous n'avons pas de bonne performance, que ce soit pas seulement la traînée, la portance aussi et le bruit, les sources du bruit. Ici, après de nombreuses études, nous avons l'image où nous avons actué, toujours avec des amplitudes modestes, ici présentes, à la fréquence de 300 Hz qui était égale à la fréquence naturelle des ondulations dans cette région-là. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'on a renforcé cette zone de cisaillement du bas et que l'on a poussé le von Karman beaucoup plus loin, il n'est pas visible ici sur cette image, même il est par là, et donc il a très peu d'influence pour ce qui se passe ici. Et nous avons renforcé le rotationnel de ces tourbillons, mais nous les avons construits, et des blocking effect. Et pareil, sur la zone du haut, elle est un peu moins visible. Pourquoi elle est moins? La zone du bas, elle est plus forte parce que on a une aile en incidence de 10 degrés. On n'a pas un obstacle symétrique. Si j'avais un cylindre, ce que j'aurais vu ici aurait été antisymétriquement ce que j'aurais vu en haut. Mais ici, c'est pas pareil. Donc, la zone de mélange du bas, elle est beaucoup plus forte. Donc, grâce à cela, bon, avant de vous montrer les performances, ça c'était des coupes 2D. On va voir ce qui se passe en 3D et avant de voir tout ça, pour nous rassurer, en fonction de nos experts de particle image vélocimétrie et de simulation numérique, on a une bonne concordance. Là, c'est des profils de vitesse, on trace des profils de vitesse le long de sections comme celle-ci, les profils de vitesse longitudinale qui ont une forme qui caractérise, elle est caractérisée par la forme de déficit, de forme déficitaire, parce qu'il y a l'obstacle par là. Bien, en 3D, et ça c'est des simulations numériques de haute fidélité avec des maillages, avec des nombres de degrés de liberté assez élevés, hein, et avec la méthode Detached Steady Simulation que vous avez vue précédemment, nous avons ici les rouleaux principaux de ces tourbillons-là, qui vont serpentiner. Ils vont serpentiner, ça on l'a démontré, pas que nous, mais depuis de longues études avant, à cause des perturbations, même infinitésimales, qui arrivent toujours le long de l'envergure et autour de l'environnement. Et donc, elles développent des longueurs d'onde pas du tout aléatoires, hein, pour dire que la turbulence n'est pas un chaos, un bunch de structures qui n'ont qu'un sens. Il y a de l'ordre dans le chaos, si vous voulez bien. Et on joue avec le morphing pour modifier cet ordre-là pour obtenir des performances accrues. Donc, on joue sur cette propriété de la turbulence qui est créée en aval d'un obstacle, d'un avion, d'une aile d'avion, d'un sous-marin ou que sais-je, ou à cause de la forme de l'obstacle, vous avez ces structures tourbillonnaires. Et ici, elles serpentinent toutes. Mais regardez, quand on a donc actionné le morphing optimal, que nous avons drastiquement réduit, on a rendu plus bidimensionnel ces structures-là. Et comme on le verra ici, est-ce qu'on voit les performances? Bon, les performances, on les verra dans le troisième slide. On verra tout d'abord les performances sur la diminution de l'énergie spectrale. Là, ce sont donc,
une FFT, une phase Fourier transform, en un point qui est situé près du bord de fuite, par là. Hein. Vous avez ici les coordonnées. Z, c'est Y, mais dans le code, Z, c'est comme Y. Hein. Normalement, Z, c'est la troisième dimension. Ici, c'est la verticale. Bon. Et nous avons, dans la zone cisaillée, le bleu, c'est sans aucun morphine, et le rouge, c'est avec ce morphine optimal, où nous avons drastiquement atténué le bump de ces structures. Et pourquoi on n'a pas un pic aigu ici? C'est parce que c'est truffé quand même de turbulences chaotiques qui vont interagir non linéairement. On n'a jamais dans la nature ou dans la physique réelle, ou quand on est à grand nombre de Reynolds, on a plutôt des bumps. Donc, on a littéralement réduit l'énergie spectrale de cette région-là qui est source de bruit produite par le bord de fuite. Bon, ici, c'est pour expliquer les choses un petit peu plus clairement, parce que ici, là, ce sont des instantanés, enfin c'est issu de calculs où on voit simultanément pratiquement toutes les structures qu'on a pu simuler. Mais ici, je ne veux pas voir toutes les structures, je vais nettoyer, je vais filtrer un peu, pardon, pour essayer de voir que une partie des structures les plus énergétiques. Et pour cela, pour ceux qui sont des spécialistes, on fait une analyse en composantes principales qui est dans notre cas ici comme singular value decomposition, qui est une proper orthogonal decomposition, une décomposition en mode orthogonal propre, et qui va être, donc on prend une série de snapshot très détaillé de cette situation-là, qui inclut plusieurs périodes par rapport au phénomène qu'on veut observer, qu'on veut morpher à tout compte fait. Et on va donc exprimer la vitesse comme un sigma de deux choses, de modes spatiaux caractéristiques qui ont une répartition d'énergie de plus en plus petite. Là, c'est les tourbillons les plus cohérents, les plus énergétiques, et ceux-là sont les tourbillons les plus chaotiques. Et devant, nous avons chaque donc mouvement, il est caractérisé par une évolution temporelle. Donc ça, c'est donc un coefficient dit temporel, et ça c'est un mode, un shape mode, un mode de forme, hein. Et donc ensuite on peut calculer avec une matrice de corrélation ces modes-là, et on peut déduire aussi les coefficients temporels. Et maintenant on peut faire des reconstructions inverses, des reconstructions. Ça, c'était l'analyse à composante principale. Et là, je reconstruis, mais je ne tiens pas compte de tous les modes par rapport comme l'image ici. Mais, par exemple, je vais tenir compte d'une dizaine de modes les plus énergétiques. Et je vois, si je reconstruis mon champ de vitesse, que ça c'est sans morphine, hein, ça c'est l'aile de l'avion. Il y a la situation que vous avez vue précédemment, mais un peu plus filtrée quand même. Et quand nous avons morphé avec cet ordre de grandeur de vibration, nous avons pratiquement bidimensionnalisé notre processus. Et quand on a fait tout cela, on a non seulement une diminution donc de l'énergie spectrale, mais nous avons aussi là, nous avons la mesure, pardon, le calcul des performances aérodynamiques. Ici, c'est la portance, ici, c'est la traînée.
En bleu, le coefficient de portance, le coefficient de traînée. En bleu, ce sont les valeurs moyennes en fonction de différentes activations. Et en rouge, ce sont les valeurs RMS qui mesurent la fluctuation. Bien, les optimalités, comme on peut le comprendre, ne sont pas seulement situées là où il y a des pics, par exemple, de haute portance, si ces pics-là sont accompagnés d'une grande valeur de la RMS. L'optimalité, ce sont des valeurs relativement hautes de portance, mais dans des intervalles où la RMS est réduite. Et de même, pour la traînée, ce sont des intervalles où la valeur moyenne du coefficient de traînée, elle est faible, mais aussi la valeur RMS, elle est faible. Et quand on considère, vous voyez, comme donc on disait précédemment, autour de cette région-là d'activation, entre 250 et 350 Hertz, nous avons donc ces optimalités. Et quand nous calculons le rapport, la finesse aérodynamique, nous avons donc par rapport au cas qui n'est pas donc morphé, des augmentations de performance de la finesse aérodynamique de l'ordre de 4% dans cet exemple précis. Juste donc avec le mouvement du bord de fuite. Là, maintenant, on passe à une échelle plus grande. Nous avons dans le projet SMS, nous avons été intéressés, toujours en forte collaboration avec Airbus, à passer, à prouver l'efficacité du morphine pour des échelles qui s'approchent de l'échelle réelle. Et quand, bien sûr, la vraie aile, c'est une aile en flèche, nous, pour des raisons de recherche, nous avons toujours considéré des ailes qui sont 3D, mais dans le sens de l'envergure, enfin la physique, elle est 3D, de la turbulence que vous avez vue précédemment, mais l'envergure, elle est volontairement supposée la même, enfin la corde en fonction de l'envergure, elle est supposée la même pour ne pas avoir une complication supplémentaire par rapport à la modification de cette dimension pour comprendre les mécanismes physiques que j'ai expliqués précédemment dans le cadre d'une aile où la corde, elle est constante dans le sens de l'envergure, mais la physique, elle est tridimensionnelle. Bien. Et dans ce cas, donc, par rapport à une aile réelle, si on coupe par là, on a une corde de l'ordre de 2,40 m et le volet hypersustentateur, il fait une corde à peu près 1 mètre. Et dans ce cas, nous allons faire cambrer le volet hypersustentateur et nous allons garder la partie amont comme partie fixe et vous verrez aussi que nous allons faire vibrer et légèrement déformer la région du bord de fuite dans le sens du morphine électroactif hybride dont les principes ont été expliqués précédemment. Bien, ici, nous avons une vue de la soufflerie S1 de l'IMFT. Je voudrais dire en mémoire du regretté Jean Dellery, il avait œuvré pour faire un livre des souffleries de France et où il nous avait sollicité pour inclure les souffleries de l'IMFT, la soufflerie précédemment vue, la soufflerie dite S4 avec le prototype Reduced Scale de 70 cm. Et ici, nous avons la soufflerie de type Eiffel qui existe dans ce livre-là, réalisé à l'initiative de Jean Dellery, et où nous avons donc installé ce grand prototype. Donc volet hypersustentateur et partie fixe.
Et ici, nous avons différentes cambrures. Et là, on passe à une étude plus détaillée de ce qui va se passer. Tout d'abord, le prototype, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est pour le calcul de mode structure, très en détail. Ici, nous avons les collègues de l'atelier de l'IMFT. Et je mentionne aussi la mémoire de notre collègue Drouard, Thierry Drouard, décédé pendant la période du Covid. Et les collègues en question sont allés, ils ont participé à des expés qui ont été faits dans la soufflerie essaim de l'IMFT, mais aussi ils sont allés porter le prototype et l'installer dans la soufflerie de Milan, partenaire de Polytechnique de Milan, partenaire du projet SMS, où ils ont fait des mesures surtout en landing, avec une envergure de 4 mètres, alors que nous, on a fait des mesures en take-off et l'envergure dans la soufflerie S1, elle est de 2 mètres. Bien. Maintenant, pour comprendre la physique de ce système high lift à 2 éléments, nous allons, avant de passer au morphine, nous allons donc étudier par voie numérique, une fois de plus, les régions tourbillonnaires développées. Ici, nous avons l'ouverture, le gap que nous avons vu tous en décollage et en atterrissage. Il faut dire que cela respecte strictement la géométrie qui nous a été donc indiquée par Airbus, côté expérimental et côté simulation. Et ici, vous avez la zone cisaillée, les 2 zones cisaillées en fait qui vont être créées à cause du gap, et on voit cette zone cisaillée qui va continuer avec les fameux tourbillons Kelvin-Helmholtz ici, et hop, ici, vous avez la zone cisaillée plus classique avec les Kelvin-Helmholtz de l'aval du bord de fuite. Et en haut, vous avez la zone cisaillée du haut avec les tourbillons du haut. Et ici, vous avez une vue de simulation. Maintenant, bon, ça c'est une vue schématique de ce qui se passe grâce à un des capteurs de pression instrumentés sur la voilure vers le bord de fuite à 85% de la corde. Nous avons ici une comparaison du spectre turbulent expérimental avec donc les pics et les bumps des structures tourbillonnaires précédemment indiquées. Ça, c'est la zone cisaillée du flap, ici, voilà. Et ça, le bleu, c'est la simulation numérique. Bien. Ici, une fois de plus, le long de toutes les années du projet SMS, pendant 3 années et plus, nous avons étudié donc plusieurs types de fréquences, d'amplitudes, etc. Et nous allons voir, ici vous voyez la situation de ces fameuses zones cisaillées en aval du bord de fuite, non actuées, puis soumises à différentes fréquences. Et vous voyez une fois de plus que il existe des fréquences optimales qui suppriment, qui éclatent ces tourbillons-là et qui amincissent la zone cisaillée. Ici, je vais montrer par simulation un phénomène très important grâce à cette optimalité où nous avons, si on ne fait rien, nous avons cette fameuse jonction des rouleaux, comme quand j'ai parlé du requin et des écailles du requin, qui forment des jonctions à cause des perturbations qui vont modifier la fréquence d'échappement de ces tourbillons, qui vont créer ce qu'on appelle des dislocations des allées tourbillonnaires. Et chaque fois que vous avez une dislocation, comme ici aussi, on voit ici aussi, vous avez une augmentation
de la traînée et une augmentation drastique de la RMS des forces, comme on a bien quantifié dans nos études. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Et une fois de plus, avec donc la vibration optimale de la partie là du bord de fuite, nous avons démontré que nous arrivons à supprimer ces donc dislocations des allées tourbillonnaires avec donc une optimalité sur les paramètres. Et là, je vais passer tout d'abord aux effets de cambrure. On a donc le volet hypersustentateur, là vous avez le gap et là vous avez la partie fixe. Et nous avons étudié plusieurs formes avec des cambrures de plus en plus importantes, tout comme l'expérience physique. Et nous avons vu, bien sûr, que avec nous avons vu quelque chose de très important. Et bien sûr, la portance va augmenter en fonction de la cambrure, mais quand on cambre beaucoup trop, on va vers un obstacle plus épais qui va présenter beaucoup plus de traînées. Mais on verra bien qu'il y a des formes optimales qui freinent le trop-plein de la traînée. Et comme vous verrez plus tard, en jouant une fois de plus avec le morphine hybride, nous allons freiner littéralement le trop-plein de la traînée, ce qui est important pour l'augmentation de l'efficacité aérodynamique. Ici, c'est juste la cambrure où nous voyons la région là de bonne performance, de très bonne performance de l'efficacité aérodynamique par rapport au cas non morphé. Et ici aussi, on voit la même chose par rapport notamment aux cambrures jaunes et la cambrure verte. Bien. Ici, nous avons présenté l'efficacité aérodynamique quand on ne cambre pas du tout. C'est donc l'aile avec deux éléments en take-off. C'est la situation de référence. Le volet hypersustentateur, il est sorti le volet, donc il a déjà produit de la portance, mais il n'est pas déformable. Et là, c'est avec le morphine où on démontre qu'on a eu 10% d'augmentation de l'efficacité aérodynamique grâce au morphine. Et ici, vous avez différentes situations pour différentes positions de cambrure, etc. Là, je ne sais pas si j'ai assez de temps. On a étudié bien sûr la cambrure dynamique où on obtient le même type d'optimalité. Et je ne vais pas peut-être détailler ça là-dessus, mais juste un clin d'œil sur quelque chose de très important. Ça, c'est des mesures faites à Polytechnique de Milan avec leur balance PIV, balance qui ont et mesure de pression par intégration de pression, ils ont calculé une efficacité aérodynamique accrue de l'ordre de 6% et plus. Et ici, ce sont nos simulations numériques avec une très bonne comparaison de la fameuse zone donc décollée. Bien, ici maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sera de passer à l'avion complet. Ça, c'est donc mais en simulation numérique. Et ça, c'est l'avion A320 où nous allons en même temps donc considérer la cambrure et la vibration d'une partie du bord de fuite du volet hypersustentateur. Donc, on va s'intéresser à voir si on fait juste la cambrure, ce qu'on gagne, si on fait juste le flapping, ce qu'on gagne, et si on fait les deux associés, ce que l'on gagne. Bon, ça c'est une comparaison des maillages et tout ça. Ça c'est la partie qui va être morphée, le volet hypersustentateur avec la partie en vibration qui sera celle-ci. Et ici, bon,
tout d'abord, une remarque générale. Les pourcentages que vous allez voir ici en performance, ils sont plus faibles par rapport à des performances que vous avez vues précédemment parce que les forces, les coefficients sont calculés avec la surface qui est celle de tout l'avion, alors que l'on morphe seulement le volet hypersustentateur. Donc, on divise par quelque chose qui a une surface de référence beaucoup plus élevée. Donc, il faut considérer ces ordres de grandeur et pourquoi, donc, on a des pourcentages qui ne sont pas de 10% comme avant, on présentait juste pour l'aile. Et là, je passe directement à un nombre de Reynolds de l'ordre de 10 millions, 11 millions, qui est plus représentatif de l'échelle réelle, où nous avons par rapport au cas de référence du volet avec son aile en take-off, nous avons gagné un ordre de 2,2% de gain en performance, en efficacité aérodynamique avec le morphine en cambrure. Et la même chose, elle est vue ici. Et en plus, ce qui est vu ici, c'est le morphine où on associe la cambrure et la vibration. Et on va voir ça sur un tableau d'une manière plus explicite. Bien sûr, ici, comme je vous avais dit avant, plus on cambre, plus on va augmenter la traînée. Ça, on le sait. Mais il va être intéressant de voir que si on active le morphine hybride, on va freiner le trop-plein de la traînée. Ça, c'est une comparaison, un pourcentage entre la traînée générée par le morphine hybride par rapport à la traînée générée par la cambrure seule. Et ça, c'est une performance très importante qui montre l'efficacité d'agir à plusieurs échelles de temps et de longueur. Et ici, c'est le lift, c'est la portance, pardon, où nous avons ces très bonnes performances qui ont été aussi donc trouvées par voie expérimentale. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais nous avons, grâce à la synergie avec nos collègues de l'ONERA, Toulouse, l'équipe de Karsten Doll, de Jean-Loup Farge, Thomas Chabou, grâce à des polaires que nous avons fournis, ils ont, avec des algorithmes de mécanique de vol, ils ont obtenu une estimation de carburant, un gain obtenu par en carburant par ces gains en performance, et notamment on verra plus loin en vol de croisière que le gain est de l'ordre de à peu près 3 à 5% dans certaines conditions, ce qui correspond, là j'ai voulu mettre que un gain de 1% sur la diminution de carburant est capable correspond à une diminution de la production journalière des émissions de CO2 par rapport à 0,03 billion kilos et du SOX, des différents oxydes de soufre, par 0,1 millier de kilogrammes, juste pour fixer un peu les idées de ce que l'on peut gagner. Donc, on va donc maintenant considérer qu'on a passé la phase, non seulement la phase de la montée, mais on a passé aussi la phase du take-off, la phase de la montée. On arrive en phase de vol de croisière où le nombre de Mach se situe à peu près à ce rang-là. Et dans ce créneau du nombre de Mach, ici j'ai pris une photo de nos collègues partenaires de l'Institut de Pologne à Gdansk, de l'Institut IMP PAN, où ils ont, grâce au laboratoire Laplace, qui a donc modifié le volet hyperstentateur pour qu'il vibre dans cette partie-là, qu'il soit adapté pour les forces générées par le vol transsonique. Les collègues polonais
ont effectué des mesures. Et là, vous voyez donc un premier aperçu de zones de choc. Et grâce aux morphines, une fois de plus, grâce à nos études, nous avons trouvé des régions d'optimalité qui ont été capables de montrer expérimentalement la réduction de l'épaisseur du sillage et du blocking effect, encore une fois. Et ils ont mesuré les forces par leur balance ici. Et ils ont obtenu pour notamment un angle d'incidence important pour Airbus, 1,8, de 4% de réduction de traînée en croisière, ce qui est très important parce que le vol de croisière, on le sait, c'est le vol qui dure le plus longtemps parmi toutes les phases de vol et une efficacité aérodynamique de l'ordre de 3% pour cet angle d'incidence très intéressant. Comment ils ont obtenu ça? C'est parce qu'ils ont réussi à supprimer le mouvement drastique de cette onde de choc qui est appelé, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, tremblement en régime transonique. Et chaque fois que ce mouvement se génère, on a de très grandes augmentations de la traînée d'ondes et donc qui a une répercussion sur la pression et donc on a un coefficient de traînée global qui est très augmenté. Et là, on peut voir ça en simulation avec donc un maillage très fin. Ici, c'est la manière dont va vibrer en morphine le bord de fuite. Bien, nous sommes donc à Mach 0,78. Airbus s'intéressait beaucoup à ce nombre de Mach. Et nous allons considérer le prototype transsonique. Le voici. Et nous allons voir, pareil, cet ensemble de tourbillons, mais là, pas que les tourbillons, nous allons voir cette formation donc d'ondes de choc principales et de zones de choc secondaires et de la forme lambda au pied de choc qui sont, si on peut arrêter les images à un moment donné, cruciales. Je vais chercher, ah oui, c'est là. Oups. Chaque fois que vous avez une bosse à cause de ces tourbillons qui sont générés au-dessus là de la voilure, vous avez un chocolat qui se crée, qui va agir avec ces franges-là qui vont aller de droite à gauche. Et cette instationnarité ici, on l'a bien démontré, c'est elle qui va interagir énormément avec ce choc qui ne va pas rester malheureusement immobile, mais il va développer une lente excursion le long de la voilure de l'ordre d'une centaine de hertz. Et ça, c'est le tremblement en régime transonique qui convient de supprimer ou d'atténuer, du moins. Comment on va faire? Bon, on va voir. Donc, en coupe 2D, on va voir quelque chose d'intéressant avant d'aller comment on va morpher cette situation. Alors, ici, vous avez l'onde de choc, la structure lambda. Ici, vous allez avoir une onde de choc secondaire très caractéristique. Ça, c'est des expériences faites à l'université de Cambridge dans un projet européen précédent. C'est donc une structure qui n'est pas créée par magie, mais on va expliquer pourquoi elle est créée. Nous avons toujours au pied du choc un décollement. Et comme ce choc se met à osciller à droite et à gauche, il y a des phases quand il est par là où la zone cisaillée, elle est épaissie et il y a une zone de récirculation. Mais regardez, la zone de récirculation, elle va passer en dessous de la structure lambda et elle va même passer bien en amont de celle-ci. Elle va épaissir légèrement la couche limite ici et c'est cet épaississement-là qui va faire que l'obstacle effectif que capte le vent n'est jamais l'obstacle nominal, c'est l'obstacle entouré par les zones cisaillées, ça on le sait.
Donc, l'obstacle effectif va être un poil plus épais ici et ce léger épaississement va créer une accélération et donc vous aurez cette onde de choc secondaire ici. Mais je dis tout ça pour dire que si je manipule donc l'instationnarité en aval, toujours en stationnarité en aval, là, j'ai démontré qu'il y a un sacré feedback de ce qui se passe à cause de l'instationnarité en aval vers l'amont. Vers même là, si vous mesurez le facteur de forme dans la couche limite, il est modifié grâce à cette histoire ici. Donc, on peut jouer avec le morphing pour modifier cette situation et supprimer, par exemple, le tremblement du régime transonique. Et comment on va faire? On va voir que en agissant ici, on va créer un lock-in, une immobilité, un contrôle, si on veut, de ce mouvement du choc qui va qui va obéir à la fréquence de l'activation. Et on va voir pourquoi ça c'est bénéfique pour notre donc phénomène. Oui, donc ici vous avez en situation bleue sans morphing ce qui se passe. Vous avez ici le tremblement et pardon, excusez-moi, en noir, voilà le tremblement, et en bleu, nous avons activé donc avec cette fréquence-là, et qu'est-ce que l'on voit? Que nous avons diminué toute l'énergie spectrale et le mode en question, il est allé s'accrocher à ce mode, ça c'est le sous-harmonique de l'activation, avec des résultats très intéressants sur les paramètres aéro que nous allons voir tout de suite. Mais avant de les voir, j'aime bien présenter à nouveau ces films-là, d'une manière similaire comme pour le vol de croisière. Nous avons ici quelque chose qui n'est pas optimal. Regardez l'instationnarité. Et nous avons ici quelque chose qui est optimal, où nous avons poussé toutes ces, il faut attendre un peu, toutes ces instationnarités très 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 loin là, et nous avons littéralement rendu ce sillage beaucoup plus épais, et nous avons rendu ce choc pratiquement immobile. Et nous avons une bonne concordance sur les fréquences et surtout on explique pourquoi on va avoir ces performances très très importantes qui sont celles de l'ordre de 5% d'efficacité aérodynamique, pardon, et de l'ordre de presque 9% de réduction de traînée, ce qui est important pour le vol de croisière. Et là, si vous voulez étudier plus en détail ce qui se passe, nous avons fait un livre suite au projet SMS où vous avez l'explication de tous ces phénomènes avec toutes ces performances obtenues grâce à tous ces prototypes. Et avant de terminer ma présentation, juste 2 minutes, je vais présenter maintenant ce qui se fait pour s'inspirer de ces fameuses écailles. Donc, on crée des ondes progressives grâce à des actionneurs nouveaux sur la voilure. Et en créant ces ondes progressives avec des longueurs d'onde spécifiques, des amplitudes et la zone où on applique tout ça, en optimisant, vous voyez ici un nombre très important de paramètres que nous avons fait jouer pour ces 3 paramètres. Nous obtenons une performance aérodynamique de l'ordre de 13% pour donc en take-off, et on explique pareil pourquoi, je ne vais pas insister, et en vol de croisière, grâce au même dispositif, nous obtenons un 6% de réduction de traînée. Et là, on va donc jouer les deux. On est en train d'étudier une association
de traveling waves, de ces ondes progressives, avec le flapping ici, sur le bord de fuite, pour augmenter encore plus les performances. Et je ne vais pas vous retarder plus, on explique en fait qu'on casse littéralement ces tourbillons de Kelvin-Helmholtz avec une optimalité sur le traveling wave ici, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un simple flapping ici, et ça explique la fameuse réduction de traînée que nous avons ici. Donc, pour conclure, nous avons vu que ce type de morphine conduit à des performances aérodynamiques considérablement accrues et qu'il concerne, on a parlé des échelles laboratoires et aussi vers des échelles réelles. Et je voudrais mettre l'accent sur le fait que n'importe quel soit le type de carburant que nous allons utiliser, en fait, même s'il s'agit de zéro émission, comme les études actuelles et dans l'avenir de nos avionneurs, on obtient avec le morphine en général une diminution de l'énergie nécessaire pour la propulsion. Donc, le réacteur, qu'il soit un réacteur conventionnel ou un réacteur de nouvelle génération ou un réacteur hybride ou un réacteur à hydrogène, il va avoir besoin de moins d'énergie. Donc, même pour l'hydrogène, on va avoir besoin de moins de problèmes pour le stockage, par exemple. S'il s'agit de réacteurs conventionnels ou de génération en cours d'étude, à cause du fait qu'on a un lift plus élevé, un drag plus freiné, le réacteur va avoir besoin de travailler avec moins d'efforts, si je caricature bien, et donc il va déjà produire moins d'émissions, mais aussi moins de bruit dans notamment les phases d'approche qui sont les aéroports, donc autour des régions urbaines. Et donc, avec ça, je conclus mon exposé et je vous remercie de votre patience. Je parlais peut-être un peu plus longuement. Il y a pas de souci, Mariana. Un très, très grand merci là, pour cette excellente présentation qu'il fallait vraiment partager avec nous tous. Euh, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment du potentiel là, et on se rend compte que derrière, il y a énormément de travail. Un très grand merci à toi. Hein. Merci à vous tous, merci Patrick, et je remercie tous les contributeurs. C'est une grande équipe qui a contribué à tout ça. Je ne fais que représenter les grandes lignes de ce qui a été fait. On reconnaît ta modestie, mais également ta compétence. On te remercie beaucoup. Merci, merci. Euh, je crois il est 20h05. Je pense qu'on va mettre un terme à la présentation. Surtout que Mariana, dans son exposé, a cité un certain nombre de références. Hein, donc vous pouvez, chacun peut s'y référer. Il suffit d'aller chercher la documentation. Et puis il y a un ouvrage qui a été présenté à la fin, qui est disponible chez Springer. Donc je pense que les uns et les autres, on pourra peut-être se le procurer parce que je pense, un ensemble de compétences que il est aujourd'hui nécessaire d'avoir dans sa bibliothèque, du moins pour les gens qui font de la mécanique des fluides et de l'aérodynamique. Voilà. Cet ouvrage-là, en fait, je vais sans doute le mettre en diffusion. Si je pouvais faire une petite page, d'ailleurs, Mariana, une petite page que je mettrais dans la Gazette, et qui Oui. serait bien sûr présentée au titre de la commission aérodynamique de 3AF, ça me paraît une bonne idée. Oui, merci beaucoup, tout à fait. Enfin, je peux faire le résumé comme Voilà, un petit, discuté. Oui. voilà. Sachant que Mariana, effectivement, fera un résumé de sa présentation. Et à ce résumé, bien sûr, on y associera le livre qu'elle a évoqué à la fin de sa présentation. Un très, très grand merci pour ceux qui voudront se procurer le PDF de cette présentation. Vous m'envoyez, comme d'habitude, un petit message d'ici samedi. Samedi midi, hein, samedi soir au pire, et puis je vous enverrai le PDF de la présentation. Mariana le recevra aussi, et bien évidemment, comme d'habitude, les adresses des uns et des autres seront cachées pour conserver la confidentialité. Voilà.
Et puis, le dernier message, cette conférence a été enregistrée et elle sera disponible sur YouTube très prochainement au niveau de la chaîne YouTube du groupe Île-de-France. Voilà. Je termine en te remerciant énormément, Mariana, parce que vraiment, c'était super. Moi, je me suis régalé. Avec plaisir. Et on souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée à tout le monde. Voilà. Merci encore de cette aimable invitation et de votre patience. Quand j'explique des choses, parfois, je suis entraînée moi-même et je ne vois pas le temps passer. C'est comme ça, les gens passionnés. Heureusement qu'il y en a. Merci. Bonne soirée à À tous. bientôt à tous.